Bonjour à tous et bienvenue dans ce jeudi de la formation consacré à la place de l'hypnose dans la pratique médicale. L'hypnose est une technique relativement ancienne mais de plus en plus utilisée par les professionnels de santé. Nous allons donc voir dans cette émission quelle place réserver à l'hypnose dans la prise en charge d'un patient. Pour en savoir plus, je suis avec le docteur Marie-Charlotte Desmézières. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes donc anesthésiste réanimateur à l'hôpital Saint-Joseph à Paris, mais aussi hypnopraticienne et référente de l'Institut d'hypnose. Alors tout d'abord, on va faire un retour sur les éléments qui décrivent au mieux l'hypnose médicale pour mieux comprendre. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment se définit l'hypnose et en particulier l'hypnose médicale ? Ouais, alors l'hypnose, déjà le mot, étymologiquement, ça vient du grec hypnos, qui signifie sommeil. Et paradoxalement, ça ne veut pas du tout dire sommeil, puisqu'on a pu montrer, grâce notamment à l'électroencéphalogramme, dès 1949, on a pu montrer que l'hypnose était tout sauf un état de sommeil, puisqu'il y a plutôt une hyperactivité cérébrale quand on est en état d'hypnose. Donc on sait ça depuis un moment. Et puis le terme hypnose, il apparaît en 1842. C'est le chirurgien écossais James Braid qui, le premier, définit le concept d'hypnotisme. Il introduit ce mot hypnose pour décrire un état particulier obtenu en utilisant des techniques d'induction hypnotique, par focalisation notamment. Et donc, l'hypnose, si on la définit aujourd'hui, alors souvent on utilise la définition d'état modifié de conscience, qui n'est pas forcément parlante pour tout le monde. Il y a une définition assez récente d'un psychiatre qui s'appelle Claude Virault, qui définit l'hypnose comme un processus intentionnel relationnel qui permet d'activer et d'utiliser les capacités naturelles et dynamiques de la conscience pour atteindre des objectifs thérapeutiques, psychiques et ou corporels. Alors voilà, c'est une définition un peu longue, mais où chaque mot est important, notamment donc l'intention. Il y a toujours une intention quand on fait de l'hypnose, et en particulier de l'hypnose médicale. On va faire de l'hypnose pour atteindre un objectif. Donc, dans cette définition, on parle d'un objectif psychique et ou corporel. Donc psychique, ça va être tout ce qui est plutôt l'hypnothérapie. Et puis corporel, ça peut être l'hypnoanalgésie, donc utiliser l'hypnose pour aider à gérer une douleur, qu'elle soit aiguë ou chronique ou induite. Dans la définition, il y a le mot relationnel aussi, et ça c'est très important puisque l'hypnose, elle a vraiment deux composantes. Il y a à la fois la composante relationnelle, il y a une relation, une alliance thérapeutique qui s'installe entre le praticien et le patient. Et s'il n'y a pas cette alliance, l'hypnose est quasiment impossible en fait. Alors l'alliance thérapeutique, elle existe en médecine, dans d'autres soins, mais vraiment dans l'hypnose, c'est un petit peu la base. Donc il y a toute cette composante qui est finalement très subjective et parfois l'hypnose va peut-être pas fonctionner avec un praticien, puis avec un autre, ça va marcher, parce qu'il y a cette alliance thérapeutique, cette relation. Et puis l'autre composante, c'est tout ce qui est capacité du cerveau, de la conscience. Et donc là, il y a des capacités qui ont été objectivées par les neurosciences notamment, et donc on sait que le cerveau est capable de se mettre dans un état d'hypnose. Voilà, mais donc il y a vraiment ces deux composantes dans l'hypnose, et c'est important de mettre en avant le relationnel. Voilà. Alors l'hypnose, elle peut être médicale, donc cette définition le montre bien, puisque elle est capable, en fait, grâce à des suggestions hypnotiques, de soit guérir certains troubles ou améliorer, diminuer des douleurs, des symptômes. Voilà, donc elle peut être utilisée dans tous les domaines, un petit peu dans tous les services médicaux. Et puis ça va de l'hypnose donc médicale en situation aiguë, en analgésie par exemple, à l'hypnothérapie. On différencie vraiment bien tout ce qui est hypnothérapie de pratique de l'hypnose. Et comme vous l'avez dit au début, je suis hypnopraticienne, je ne suis pas hypnothérapeute. La thérapie est plutôt réservée aux psychologues et psychiatres qui, eux, vont l'utiliser dans le cadre d'une thérapie pour traiter des troubles psychiques. Mais moi, je suis anesthésiste, donc j'utilise l'hypnose plus à viser douleur, anxiété.
Donc finalement, on connaît l'hypnose depuis pas mal de temps, mais est-ce qu'on l'utilise depuis pas mal de temps aussi, ou est-ce que c'est récent? Depuis quand? Alors, je dirais qu'on l'utilise depuis plus longtemps qu'on ne la connaît, parce que des traces d'hypnose, il y en a depuis qu'on sait écrire, quasiment. Alors, sans que ça se soit appelé hypnose, et on n'est pas forcément capable de dire si c'était vraiment de l'hypnose, mais par exemple, dans les grottes de Lascaux, donc ça remonte à 17 500 ans avant Jésus-Christ, il y a des fresques qui décrivent des états de transe chamanique. Donc les états de transe, alors il y a la transe hypnotique, la transe chamanique, il y a plein d'états de transe différents, mais tout ça c'est un petit peu la même famille. Donc c'est des états proches de l'hypnose. Donc on a pu analyser ces fresques et voir que c'était vraiment des états de transe qui étaient décrits sur ces dessins. Et puis un petit peu plus récemment, alors souvent on dit que l'hypnose, elle remonte à moins 6000 avant Jésus-Christ. En Mésopotamie, on a retrouvé des tablettes cunéiformes en argile où les écrits relatent des faits de guérison par la parole, donc proche de l'hypnose en fait. Alors on ne savait pas exactement comment ils faisaient à l'époque, mais la guérison par la parole, ça ressemble quand même beaucoup à l'hypnose. Et puis à travers les époques, il y a toujours eu des descriptions d'hypnose comme ça. En Égypte ancienne, par exemple, Imhotep, qui était un médecin des pharaons, avait créé des temples du sommeil pour guérir aussi, guérir par la parole. Donc on retrouve des traces de ça dans les papyrus. Voilà, en grec ancienne, il y a toujours eu de l'hypnose finalement. Et puis, quand on demande à quand remonte l'hypnose ou qui est le premier hypnopraticien, souvent on parle de Mesmer. Alors Mesmer avec un seul S, pas le Mesmer qu'on connaît aujourd'hui dans le spectacle. Mesmer, Franz Anton Mesmer, c'est un médecin allemand qui a inventé un concept, une théorie qu'il appelait le magnétisme animal. Donc lui, il ne parlait pas d'hypnose encore, mais c'était pareil, quelque chose d'extrêmement proche. Et donc pour lui, l'univers était entouré d'un fluide magnétique, et le fluide magnétique qui traversait aussi les individus. Et en cas de maladie, il y avait un dérèglement de la circulation de ce fluide. Donc il s'est dit, par la parole, il a réussi à faire des guérisons, et puis il avait besoin de guérir plus de personnes que ce qu'il pouvait faire. Donc, il a inventé un concept, et il a été connu pour ça. Il a inventé ce qu'on appelle le baquet de Mesmer. Donc, c'était un grand baquet, un espèce de tonneau rempli d'eau, de morceaux de verre au fond, avec des tiges métalliques qui sortaient, donc quelque chose d'un peu ésotérique. Impressionnant. Voilà. Et il était capable de mettre jusqu'à 30 à 40 personnes autour de ce baquet pour soigner toutes ces personnes en même temps. Donc lui, il était très admis dans la cour, en fait. Donc il a été pas mal en Autriche et puis en France ensuite. Et donc en 1780, il était en France, à la cour du roi, et donc très reconnu. Et il réunissait donc ces personnes, alors souvent des femmes, mais il y avait aussi des hommes, autour de ce baquet. Donc il tenait les tiges métalliques qui étaient plongées dans l'eau. Et puis il y avait tout un cérémonial. Il y avait Mozart à l'époque, donc il y avait de la musique de chambre très lancinante qui a aussi un phénomène un peu hypnotique, cette musique. Et puis, donc il y avait la musique, tout le cérémonial, le fait de tenir les tiges métalliques. Et puis il passait derrière les personnes en mettant la main sur l'épaule, en susurrant des mots à l'oreille. Et, voilà. On ne sait pas trop ce qu'il racontait, mais il provoquait comme ça des états de transe. Et il y a des descriptions où les gens faisaient des malaises ou des crises convulsives parfois. Voilà. Et après, les personnes se disaient guéries de leurs troubles. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui ressemble très fortement à l'hypnose. Encore une fois, sans que ça s'appelle l'hypnose à l'époque. Ouais. Et puis dans l'évolution, 1829, il y a Jules Cloquet, un Français, donc c'est intéressant de le citer, c'est un chirurgien français qui fait la première démonstration publique de mastectomie sous hypnose. Donc intéressant, et c'est assez impressionnant parce qu'aujourd'hui, on refait des mastectomies sous hypnose, c'est pas encore très connu. Nous, on en fait pas mal à Saint-Joseph. Et il faut savoir que avant l'arrivée des gaz anesthésiants, on n'avait pas le choix, et donc ça se faisait sous hypnose. Voilà. Et puis, effectivement, c'est un peu délaissé dans les années 1840. L'éther, le chloroforme arrive, donc on oublie un peu l'hypnose au bloc opératoire et on utilise plus les gaz anesthésiants.
Et voilà, l'hypnose existe toujours dans d'autres domaines, un peu moins au bloc. Et puis il y a une infirmière américaine qui est la maman des infirmiers anesthésistes, la première infirmière anesthésiste, qui est formée à l'hypnose. Et elle doit utiliser les gaz au bloc opératoire. Et puis elle se rend compte qu'en utilisant les gaz, il y a quand même beaucoup de comorbidités, parfois de mortalité. C'est pas dénué d'effets indésirables. Donc elle va associer l'hypnose à l'utilisation des gaz au bloc opératoire. Et de cette façon, elle va réussir à diminuer de près de 80% les doses de gaz administrées. Et donc forcément, elle diminue les effets indésirables. Donc ça, c'est le concept d'hypnosédation. Ce nom n'existait pas à l'époque, il est apparu bien plus tard, mais aujourd'hui, au bloc opératoire, en réalité, on n'utilise pas uniquement l'hypnose. Quand on fait une intervention dite sous hypnose, le vrai terme, c'est l'hypnosédation, qui associe l'anesthésie locale, une sédation plus ou moins importante, qui va être adaptée à la demande du patient, et puis l'hypnose. Voilà, donc elle, c'était la première à faire ça. Et puis, l'hypnose a évolué encore au cours du temps. Et puis, on arrive au XXe siècle, et là, c'est le grand nom de l'hypnose aujourd'hui, c'est Milton Erickson, qui est un psychiatre américain, et qui va un peu transformer le concept de l'hypnose, créer une nouvelle hypnose beaucoup plus permissive, beaucoup plus relationnelle aussi. En fait, Milton Erickson, à 17 ans, il est atteint de poliomyélite et il va être alité pendant 1 an, obligé de rester chez lui, paralysé, et puis il va beaucoup observer ce qui se passe autour de lui. Il observe les gens qui parlent, et puis un jour, il entend le médecin dans la pièce d'à côté qui dit à sa maman qu'il va mourir parce que son état est trop catastrophique. Donc le soir, il demande à sa maman d'installer son lit en face de la fenêtre pour observer une dernière fois le coucher du soleil. Et puis il va se mettre dans un état d'auto-hypnose, comme ça. S'en suivent 3 jours de coma, et puis finalement il s'en sort. Et donc il va continuer son observation de la vie autour de lui et tout. Un jour, ses sœurs viennent lui parler, et puis il se rend compte que la façon dont elle lui parle et les mots qu'elle lui dit, et le comportement ne veulent pas dire la même chose. Donc il met en avant le principe de communication sur les 3 types de langage, verbal, paraverbal et non-verbal. Donc c'est des prémices de communication thérapeutique, tout ça. Et donc sa règle de base, lui, c'est la règle des 3 O, observer, observer, observer. Tout part de l'observation, et ensuite il va développer donc son hypnose très permissive, mais qui va du coup reposer beaucoup sur du dialogue avec le patient. Et il va soigner beaucoup de gens grâce à l'hypnose telle qu'il l'a conçue. Donc maintenant, on appelle ça l'hypnose ericksonienne, et la plupart des gens qui font de l'hypnose aujourd'hui font de l'hypnose ericksonienne. Voilà. Et puis, dans l'évolution des choses, plus proche de nous, à la fin des années 90, c'est l'avènement des neurosciences avec l'apparition du PET scan, de l'IRM fonctionnel. Et là, on va pouvoir prouver ce qui se passe quand on est en état d'hypnose. Autant pouvoir montrer qu'on est capable de provoquer une douleur uniquement sous hypnose, qui fait exactement la même chose qu'une douleur physiquement provoquée. Au niveau du cerveau, on voit les mêmes zones qui s'allument. Et puis, à l'inverse, on est capable aussi de diminuer une douleur. Et donc, il va y avoir plein d'études scientifiques. Encore aujourd'hui, c'est assez prolifique dans ce domaine-là. Beaucoup d'études hyper intéressantes qui viennent montrer ce qui se passe dans l'état d'hypnose. Alors, vous en avez parlé tout à l'heure. Vous avez cité Mesmer, mais les gens connaissent beaucoup plus l'hypnose de spectacle. On voit beaucoup d'émissions. Donc, quelle est la différence entre l'hypnose de spectacle et l'hypnose médicale ? Alors, ça n'a rien à voir. Si on reprend la définition, il y avait le mot intention, un processus intentionnel. Déjà, est-ce qu'il y a une intention dans le spectacle ? À part le divertissement, il n'y a pas beaucoup d'intention. Il n'y a pas d'objectif non plus dans le spectacle. Le seul objectif, ça va être de divertir un public. Et puis la relation, elle n'est pas vraiment là non plus. Alors, le Mesmer avec 2 S qui fait ses spectacles, lui, la relation qu'il a avec son public, c'est une certaine aura, parce qu'il est connu, parce que les gens achètent un billet pour venir le voir, et donc font la démarche. Donc, il y a tout un espèce de cérémonial autour de ça. Les gens
déjà, quand ils achètent leur billet, ils se mettent dans un état un peu presque d'induction hypnotique. Ouais. Ils arrivent presque déjà hypnotisés. Mais par contre, il n'y a aucun objectif. Et donc, ça peut donner l'impression de manipulation. Quand on est dans un spectacle, on voit des gens qui, sur scène, font des choses totalement aberrantes. Ils se donnent en spectacle. Pour autant, les gens, après coup, ils disent « j'étais conscient de faire ça, mais j'avais envie de le faire parce qu'on me le demandait et ça me paraissait naturel. » Donc c'est un petit peu étrange. Et puis ce qui est dérangeant dans le spectacle aussi, c'est que dans les phases de l'hypnose, on verra ça après, mais à la fin de l'hypnose, il y a une phase de réassociation où on ramène la personne dans le moment présent et on vérifie que c'est bon, elle est bien sortie de son état de transe hypnotique. Et autant peut-être qu'il va réassocier les gens qui sont montés sur scène, mais dans la salle, il y a plein de gens qui sont aussi hypnotisés et il ne va pas prendre le temps de réassocier chaque personne. Donc voilà, moi je mets un gros warning sur cette hypnose de spectacle et ça fait aussi du tort à l'hypnose médicale puisque effectivement les gens ont l'impression de voir un public manipulé et donc ont peur de cette manipulation dans l'hypnose médicale. On a eu aussi des scandales récemment en hypnose médicale, donc ça fait peur. Il n'y a pas de manipulation à proprement parler, c'est un outil, mais de la même façon que n'importe quel outil, n'importe quel praticien peut détourner sa pratique et être malveillant, mais on part du principe qu'on fait ça de façon bienveillante. Voilà. Donc voilà, vraiment, si on revient à la définition, c'est avoir un objectif en numéro 1, un objectif thérapeutique, ça c'est la base de l'hypnose médicale et donc c'est vraiment ce qui différencie. Il faut vraiment différencier hypnose de spectacle, qui n'a rien à voir avec l'hypnose médicale, sur laquelle on va revenir de ce fait, et quelle place on peut réserver à l'hypnose en pratique médicale? Alors, en pratique médicale, pour moi l'hypnose, elle peut trouver sa place partout, dans tous les services, dans toutes les professions soignantes. Il y a une place pour l'hypnose. Que ça aille de l'aide-soignante qui va faire une toilette chez une personne âgée avec des douleurs, etc., elle va pouvoir utiliser l'hypnose pour pouvoir amener cette personne dans un environnement plus agréable et faire la toilette sans provoquer de douleur. Elle va avoir sa place en gestion des phobies. Par exemple, un claustrophobe qui doit passer une IRM, il va pouvoir avoir recours à l'hypnose pour pouvoir passer son IRM. Ce qui a un vrai impact, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en errance diagnostique, qui refusent de passer leur IRM parce qu'ils sont claustrophobes. Donc ça a un vrai impact. On a aussi, nous, on fait beaucoup de coloscopie sous hypnosédation et on a régulièrement des gens qui nous disent ça fait 10 ans que je dois faire ma coloscopie, mais en fait j'ai peur de l'anesthésie. Ouais. Et j'ai vu que vous faisiez ça sous hypnose, donc là j'accepte. Là ils veulent bien. Voilà. Mais donc voilà, l'hypnose, elle a vraiment sa place partout, et tant mieux. Par contre, c'est important d'utiliser l'hypnose dans ce qu'on sait faire. Parce qu'on pourrait se dire, maintenant que je sais utiliser l'hypnose, je peux tout faire. L'aide-soignante qui va pouvoir faire les toilettes sous hypnose n'a pas à aller proposer à quelqu'un d'arrêter de fumer grâce à l'hypnose. C'est pas dans son corps de métier. Parce que, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'il faut faire sous hypnose ce qu'on sait faire sans l'hypnose. Donc vraiment le voir comme un outil supplémentaire, mais si cet outil ne fonctionne pas, on va être capable de proposer autre chose à la place. Ou de passer la main. Ou de passer la main, voilà. Pour vraiment rester dans sa spécialité. Oui. Et comment ça fonctionne de ce fait sur le patient? Est-ce qu'il y a des étapes? Comment ça marche l'hypnose sur le patient? Alors, l'hypnose, ça va induire une dissociation, en gros. Donc, imaginons la conscience comme une entité. Quand on se parle, on est concentré, donc on est en conscience critique. On est bien associé, on fait attention à la fois à l'environnement, à tout ce qui se passe. Et puis, l'hypnopraticien va utiliser des techniques pour aller dissocier cette conscience et amener cette conscience à deux niveaux. Un niveau de conscience critique qui est toujours présent et un autre niveau de conscience qu'on appelle la conscience virtuelle ou imaginaire. Le but du jeu, ça va être en hypnose de faire prendre plus de place à la conscience imaginaire, virtuelle, pour pouvoir partir dans un environnement, une situation qui est
particulièrement agréable ou alors une situation très sécuritaire selon les objectifs. Et puis la conscience critique, on va la faire devenir toute petite. Mais attention, moi, ce que je dis bien à mes patients, c'est qu'elle ne disparaît pas. Et ça, c'est rassurant, parce que c'est comme un petit satellite qui vérifie en permanence que tout se passe bien en conscience virtuelle et qu'il n'y a pas de danger. C'est là où, du coup, j'aime pas parler de manipulation, puisque la conscience critique est toujours présente et va pouvoir contrer tout ce qui serait malveillant et réagir. Donc, l'exemple qu'on prend souvent pour illustrer ça, c'est l'exemple de la conduite automatique. Une personne qui va conduire sa voiture d'un point A à un point B, qui a l'habitude de faire ce trajet, le trajet va se dérouler et puis elle va penser au repas du soir, au prochain film qu'elle va aller voir au cinéma, etc. Et en même temps, elle sera bien concentrée sur la route. Donc il y a toute la conscience imaginaire qui va penser à tout ce qui va se passer dans un avenir plus ou moins proche, et puis la conscience critique qui est concentrée sur la route, qui va s'arrêter au feu rouge, qui va laisser passer un enfant qui traverse, voilà, heureusement, et qui permet de ne pas avoir d'accident. Donc il y a ces deux niveaux de conscience qui cohabitent. C'est un état un peu de transe spontanée. Alors on n'appelle pas ça forcément de l'hypnose. Et d'ailleurs, il ne faudrait pas faire d'hypnose quand on est au volant. C'est sûr. Mais voilà, c'est une cohabitation des deux états. Dans l'hypnose, on va faire prendre plus de place à la conscience virtuelle. Donc c'est vrai que c'est là où on dit on ne fait pas d'hypnose au volant. Mais voilà, à la fin, à l'arrivée au point B, la personne ne va pas être capable de vous dire combien de temps le trajet a duré, et puis la couleur des maisons qui étaient sur le bord de la route. Enfin voilà, il y a un état de dissociation qui s'est créé. Voilà, donc ça, c'est un état qui illustre bien les choses. Ensuite, comment se passe la séance à proprement parler ? On va commencer par définir un objectif avec le patient. Il va venir nous voir pour une anxiété avant une opération, pour une opération qui va se dérouler sous hypnosédation, pour régler un problème d'addiction, pour des effets secondaires de chimio ou autre chose, pour une préparation à la naissance. Voilà, il y a des millions d'indications possibles. Donc, en 1, on va définir l'objectif. L'objectif, il doit être réaliste, réalisable. Donc, il y a souvent un recadrage qui est nécessaire. Par exemple, les patients qui sont douloureux chroniques, s'ils viennent pour dire « j'en ai marre de mes douleurs, je veux les faire disparaître sous hypnose », là, on va dire que ce n'est pas possible de faire disparaître. Ce n'est pas un moyen magique. Surtout en douleur chronique, où la douleur, souvent, elle s'est faite envahir. Il y a plusieurs couches au-dessus de la douleur, le retentissement psychologique, social, sur le travail, etc. Donc, il y a plein de composantes dans la douleur chronique. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est définir un objectif plus précis de ce qu'on veut améliorer et comment apprendre à vivre avec cette douleur. Donc, ça peut être diminuer de X% la douleur ou réussir à retourner faire du sport. Voilà. Mais voilà, définir un objectif qui va être réalisable, c'est la première étape. Une fois que cet objectif est défini, on va recueillir des éléments, alors selon l'objectif bien sûr, on va recueillir des éléments qui nous intéressent pour mener la séance d'hypnose. Donc ça peut être dans un accompagnement hypnotique pour une coloscopie par exemple, ça peut être juste recueillir des éléments sur un lieu agréable. On peut emmener le patient dans un lieu qu'il apprécie particulièrement ou dans une situation qu'il apprécie. Quelqu'un qui fait beaucoup de pêche va aimer... quand il est d'ailleurs en train de pêcher, il se sent un petit peu dans sa bulle, un petit peu coupé du monde. Donc c'est une situation qu'on peut reproduire. Ou un lieu, une balade au bord de la mer ou à la montagne, voilà. Parfois, ça peut être juste dans son canapé à la maison. Peu importe. On va recueillir des éléments sur ce lieu et puis on va aller chercher des éléments de la sensorialité. On va chercher tout ce qui peut être important pour le patient, donc à la fois sur l'odorat, l'ouïe, le toucher. Et donc, on va comme ça recueillir plein d'éléments et puis repérer quel est son canal sensoriel préférentiel pour pouvoir le guider de façon la plus adaptée possible. Une fois qu'on a recueilli tous ces éléments, on va pouvoir commencer la séance d'hypnose à proprement parler. Donc, on commence par une induction hypnotique qui amène à une dissociation, comme je vous l'ai dit. Et une fois que cette dissociation est faite, là, on va aller
parler plus à l'imaginaire, à la conscience virtuelle, et donc développer les choses, faire beaucoup de suggestions, des suggestions de confort. Alors on peut utiliser des métaphores aussi, hein. Par exemple, une pause de perfusion, quand on désinfecte, ça va être, on va sentir une sensation de fraîcheur. Cette fraîcheur, elle peut évoquer la fraîcheur d'une cascade, on vient mettre la main dedans. Voilà. On va se servir des éléments de l'environnement pour guider le patient avec des métaphores, des suggestions. On peut faire ce qu'on appelle un ancrage aussi, donc quand le patient est particulièrement confortable, soulagé et loin de tous ses soucis, en fait, on va pouvoir lui faire faire, par exemple, un geste ou lui faire sentir une odeur. Et puis, on lui suggère qu'à chaque fois qu'il pourra reproduire ce geste ou ressentir cette odeur, il retrouvera rapidement cet état de détente maximale, cet état de confort. Voilà, donc ça s'appelle l'ancrage. Et puis, une fois qu'on a fait toutes les suggestions nécessaires, des suggestions post-hypnotiques aussi, hein, de garder ce confort à distance, de pouvoir le retrouver facilement, à ce moment-là, une fois que la séance se termine, on va ramener le patient. Donc ça, c'est la phase de réassociation, de sortie de transe hypnotique. Et comme je vous disais, c'est une phase importante où vraiment on va prendre le temps de faire ressentir au patient à nouveau toutes ses sensations, revenir dans le moment présent, ce qu'on appelle l'ici et maintenant. Donc, avant la séance, on a pu lui signaler quelle heure il était, lui faire prendre ses repères dans la pièce. Et puis, petit à petit, voilà, il revient, il s'étire, il regarde autour de lui et il reprend contact avec le moment présent. Revenir dans la vraie vie, quoi. Voilà. Ouais. Ok. Et est-ce qu'il y a des contre-indications ou des effets secondaires de l'hypnose ? Alors, des contre-indications, je dirais qu'elles sont relatives. Tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça. En général, on dit qu'il vaut mieux éviter de faire de l'hypnose à des patients qui ont des troubles psychotiques non équilibrés. Donc des schizophrènes, par exemple, c'est des personnes qui sont déjà dissociées, en fait. Ouais. Donc, aller recréer une dissociation sur une dissociation, on ne sait pas trop ce que ça fait. Après, si c'est un schizophrène qui prend son traitement, qui est bien équilibré, bon, pourquoi pas. Il faut aussi se sentir capable. Et peut-être que ça, il faut le réserver quand même aux psychologues et psychiatres qui ont plus l'habitude de ces patients-là. Mais tout dépend de l'indication. Si c'est, par exemple, poser une perfusion au bloc opératoire, le patient a peur des aiguilles, et il est schizophrène, mais il est bien équilibré, aller le faire focaliser sur un point pour pouvoir poser la perfusion tout en le divertissant, c'est une forme d'hypnose qui va vite et qui, à mon sens, est sans danger. Donc voilà, toujours mesurer en fait l'indication, etc. Mais aller faire une hypnothérapie à un patient schizophrène non équilibré, là, je pense que c'est faut laisser ça vraiment aux psychiatres qui sauront mieux ce qu'il faut faire. Et pas d'effet secondaire, en tout cas. Et alors, en effet secondaire... s'il y avait des antécédents. S'il y a une... Alors non, en effet secondaire, en plus, je dirais que le seul effet secondaire qu'on peut signaler, c'est s'il y a une mauvaise réassociation, une mauvaise sortie d'hypnose, on peut se sentir un peu fatigué, un peu vaseux, et avoir du mal, comme quand on fait une grosse sieste l'après-midi qui a duré un peu trop longtemps, on se sent un peu à côté de ses pompes. Voilà, c'est cet effet-là où on ne se sent pas forcément très confortable dans son corps. Bon, alors, si on s'en rend compte, normalement, le praticien s'en rend compte, et puis à ce moment-là, on refait un petit retour en hypnose pour refaire la réassociation. Si jamais on ne s'en rendait pas compte, de toute façon, après une bonne nuit de sommeil, c'est fini. Donc, il n'y a pas... parfois, les gens demandent si on peut rester bloqué en hypnose. Non. Non, c'est pas possible. Très bien, on va passer à la deuxième partie. Donc, on va voir maintenant comment s'utilise l'hypnose médicale dans la prise en charge d'un patient en pratique. Alors, quels sont les critères de choix de l'utilisation de l'hypnose pour un patient ? Alors, premier critère essentiel, c'est la motivation du patient. Un patient qui va être motivé, on va pouvoir lui proposer l'hypnose. Donc, souvent, des patients viennent nous voir en demandant spontanément l'hypnose parce qu'ils savent qu'on en fait, qu'on peut leur proposer, ça les intéresse. Donc ça, c'est vraiment un facteur clé de la réussite de l'hypnose.
Parfois, la motivation n'est pas forcément là au premier abord, mais l'anesthésiste qui va voir le patient en consultation ou le chirurgien va identifier qu'il y a une contre-indication à l'anesthésie générale, par exemple, et donc va l'orienter vers l'hypnose quand le geste s'y prête. Et donc là, pareil, c'est un bon critère de choix de cette technique. Après, comme je vous disais, l'hypnose, elle peut être proposée très largement. Du moment qu'on sait faire, qu'on a été formé correctement et qu'on l'utilise dans son domaine de compétences, on peut le proposer très largement à tous les patients. Alors justement, est-ce qu'il y a des personnes spécifiques qui doivent être habilitées à pratiquer l'hypnose médicale? Est-ce que ça doit être seulement des soignants? Et si c'est le cas, comment sont-ils formés? Alors ça, c'est un gros souci actuellement. Aujourd'hui, si vous regardez sur Internet, des instituts de formation en hypnose, il y en a des dizaines et des dizaines, qui forment un peu tout le monde. Donc beaucoup de gens, et sûrement par une motivation très louable, souhaitent se former à l'hypnose par reconversion professionnelle. Ils sont convaincus des bienfaits et tout. Mais comme je vous disais, on sait faire sous hypnose ce qu'on sait faire sans hypnose. Donc ces personnes-là, j'ai rien contre qu'elles se forment à l'hypnose, mais pas l'hypnose médicale. Et dans ces cas-là, un journaliste qui va venir se former à l'hypnose, super, mais ça sera pour l'utiliser dans le milieu du journalisme. Voilà. Donc peut-être que ça va améliorer ses compétences pour mieux interviewer pas le patient, mais la personne en face de lui ou elle. Voilà, mais en tout cas, l'hypnose médicale, elle est réservée uniquement aux soignants. Donc il faut vraiment différencier les deux types d'hypnose. Et aujourd'hui, malheureusement, les gens se forment en hypnose, mettent leur plaque devant leur cabinet, hypnothérapeute, et puis on ne sait pas qui on va voir, en fait. On ne sait pas quelle est leur profession, et ils peuvent un peu tout faire, traiter l'anxiété, les phobies, l'arrêt du tabac, mincir, voilà. Donc c'est quand même dangereux. Moi-même, je ne me permettrais pas d'aller traiter des choses que je ne sais pas traiter, en fait. En effet, oui. Donc méfiance quand même, ça mériterait d'être un peu légiféré, tout ça. Voilà. Mais par contre, dans le milieu médical, il existe des instituts de formation qui ne forment que des soignants et qui ont une vraie éthique. Même quand on se forme dans ces instituts, on signe une charte éthique avant de commencer la formation, donc on s'engage à ne pas pratiquer l'hypnose de rue, l'hypnose de spectacle, par exemple, quand on est formé dans ces instituts. Donc c'est vraiment quelque chose de sérieux. Ils ne forment que du personnel soignant. Donc voilà, on sait quand même dans quoi on s'engage quand on fait ces formations-là. Et du coup, alors ces instituts ont créé des annuaires en ligne, donc on sait aussi comment orienter les gens. Voilà, pour avoir les bons interlocuteurs bien formés. Ok. Et en fait, qu'est-ce que ça apporte par rapport au traitement et comment ça s'utilise? Est-ce qu'on peut se dire je fais de l'hypnose à la place du médicament ou en plus? Alors, comme je vous disais, l'hypnose, c'est un outil. C'est un outil qui fait partie d'une grosse boîte à outils. Dans cette boîte à outils, il y a les médicaments. Il y a, alors dans les médicaments, il va y avoir de la voie orale, des injections, les infiltrations, des choses comme ça. Enfin, il y a tout un arsenal thérapeutique. Et puis l'hypnose, elle en fait partie. Donc, on va pouvoir utiliser l'hypnose en complément des médicaments ou parfois en remplacement, parfois en diminuant les doses de médicaments. L'hypnose va pouvoir permettre une épargne médicamenteuse, mais on ne prétend pas, avec l'hypnose, remplacer complètement les médicaments. Ça peut arriver, mais voilà. Et c'est très satisfaisant pour les patients. Il y en a beaucoup maintenant qui sont un peu méfiants dans les médicaments, qui ont peur de prendre trop de molécules. Puis avec le vieillissement de la population, on voit ça aussi. Il y a de plus en plus de polymédication, donc d'interactions médicamenteuses. On a peur que ça fasse perdre la mémoire, des choses comme ça. Donc, plus on peut diminuer le nombre de molécules administrées et puis la posologie, mieux c'est. Et là, l'hypnose, elle va aider en agissant de façon synergique avec ces médicaments. Et peut-être qu'on pourra arrêter les médicaments chez un douloureux chronique, par exemple. Peut-être qu'un douloureux chronique qui prenait 3 molécules va se retrouver à en prendre plus qu'une
grâce à l'hypnose. Mais en tout cas, quand on commence, on s'appuie quand même beaucoup sur les thérapeutiques classiques et on vient les associer. Et comment ça se passe? C'est la personne qui demande à bénéficier de l'hypnose et la consultation traditionnelle se transforme en consultation de l'hypnose, ou est-ce qu'il y a des consultations spécifiquement dédiées à ça? Alors ça dépend des endroits, je pense. Nous, à l'hôpital Saint-Joseph, déjà l'hypnose est proposée uniquement dans le parcours de soins. Donc quelqu'un qui appellerait l'hôpital en disant je cherche une consultation d'hypnose, sans avoir aucun lien avec l'hôpital, ça ne va pas être possible. Ça arrive que des patients me contactent, ils vont se faire opérer ailleurs et puis ils sont anxieux, donc ils voudraient une préparation par l'hypnose pour gérer leur anxiété préopératoire. Mais moi, je leur dis, si vous vous faites opérer chez nous, c'est possible, sinon, ce n'est pas possible. On n'a pas de consultation externe pour les patients. Sinon, on serait assailli, en fait. Et puis, en plus, comme il n'y a pas de codage T2A, donc ça ne rapporte rien, l'hypnose. Donc, c'est du temps soignant qu'on offre, mais qui n'est pas rentable pour l'hôpital. Donc, c'est rentable à d'autres niveaux, ça, j'en suis convaincue, à la fois de prévention, de sortie plus rapide, de récupération plus rapide. Mais bon, tout ça, ça reste un petit peu à prouver aussi. En tout cas, voilà. Chez nous, on a donc dédié la consultation d'hypnose aux patients dans le cadre de leur parcours de soins. Donc, par exemple, une patiente qui est suivie en maternité, qui va vouloir se préparer à l'accouchement par l'hypnose, elle va pouvoir en faire la demande et, sous réserve de place disponible, elle va pouvoir être orientée vers une consultation où on va faire un accompagnement hypnotique en préparation à l'accouchement. Un patient d'oncologie qui va avoir des effets secondaires de sa chimio va pouvoir contacter une infirmière qui a une journée par semaine disponible pour voir ses patients, les accompagner les familles grâce à l'hypnose. Et puis dans le cadre du bloc opératoire, là c'est un parcours qui est bien rodé maintenant, où on identifie la personne qui veut une intervention sous hypnosédation, qui veut ou qui doit, parce que parfois on ne peut pas faire d'anesthésie générale. Donc on l'oriente vers la consultation fléchée anesthésie plus hypnose. Et donc là, je vais faire la consultation d'anesthésie dans un premier temps, en prenant bien le temps d'expliquer, en utilisant un peu des termes de communication thérapeutique. Et puis, dans un deuxième temps, je vais expliquer ce que c'est que l'hypnose, les grands principes, pour que les gens soient rassurés, qu'ils ne fassent pas de confusion avec d'autres types d'hypnose. Et puis, je vais faire tout l'interrogatoire pour aller chercher le lieu agréable ou le lieu de sécurité, la sensorialité, etc. Et je vais enfin proposer une séance d'hypnose qui va être adaptée à l'objectif du patient. Alors parfois, le patient a besoin d'une hypnosédation le jour J, il n'est pas spécialement anxieux, tout va bien, mais ce jour-là, il se dit très fatigué, voilà. Donc on va pouvoir faire en consultation une séance qui va permettre de booster un peu, de donner de l'énergie, qui ne sera pas la même séance que le jour J, mais l'idée c'est de lui montrer ce que c'est que l'hypnose, ce que ça peut apporter. Et ensuite, à l'issue de la consultation, parfois je remets une prescription d'hypnose, donc avec des exercices à faire à la maison, un entraînement un petit peu tous les jours, des vidéos à visionner, voilà. Et du coup, là, vous nous avez décrit un peu comment ça se passait en anesthésie-réanimation, en tout cas pour vous, pour les consultations. Il y a vraiment des cas particuliers où vous allez inciter à utiliser l'hypnose, ou ça peut être tout le monde et n'importe quel cas? Alors, les gens qui sont demandeurs, si le chirurgien est d'accord et si l'intervention s'y prête, tout à fait possible, sous réserve de personnel formé. Alors nous, on a une quinzaine d'infirmiers anesthésistes qui sont formés à l'hypnose, ce qui permet tous les jours de pouvoir proposer de l'hypnose, parce qu'on a toujours au moins un infirmier qui va être disponible le jour J. Quand on va vraiment proposer l'hypnose plus qu'autre chose, c'est des patients qui vont être fragiles, qui vont avoir une contre-indication en fait, à l'anesthésie générale, ou alors l'anesthésie générale qui est très à risque, donc des patients qui ont des lourds antécédents cardiaques, par exemple, ou respiratoires. On sait que l'anesthésie générale va être fortement risquée. Donc si l'intervention se prête à l'hypnose, on va préparer par l'hypnose. Et ça, les patients le comprennent très bien, même si ça ne vient pas d'eux à la base, la demande. Ils vont être même rassurés de savoir qu'on évite des risques grâce à cette technique. Et ce qui est très rassurant, c'est le fait de dire que c'est de l'hypnosédation et pas que de l'hypnose.
Il y a toujours une perfusion, ils sont scopés comme pour une anesthésie générale, et à tout moment, on peut recourir à une sédation si besoin. C'est pas allégé. Voilà. Mais la sédation, ça va être 1/10 de la dose d'une anesthésie générale. Donc, et c'est vraiment adapté aux patients et à ses besoins. Donc, ça va être... Donc, vous nous avez aussi évoqué, parce que vous avez fait quand même beaucoup évoluer l'utilisation de l'hypnose médicale au sein de l'hôpital Saint-Joseph. Vous aviez évoqué d'autres services, la radiologie pour les IRM, etc., la maternité, l'anesthésie, la gastro aussi avec les coloscopies. Est-ce que j'en oublie? Il y a d'autres services? Les kinés font de l'hypnose pour faire des mobilisations, des soins de mobilisation qui peuvent être douloureux, par exemple. En fait, dans tous les services, maintenant, il y a des pneumologues aussi qui peuvent s'en servir pour faire des fibroscopies bronchiques, des infirmières qui s'en servent pour faire des pansements, par exemple en chirurgie vasculaire ou médecine vasculaire, les pansements d'ulcères peuvent être très douloureux. Donc là, associer l'hypnose aide énormément. Dans le service des urgences, on utilise beaucoup l'hypnose aussi, tout ce qui est réduction de luxation. Ça peut se faire parfois uniquement sous hypnose. Il y a des urgentistes qui arrivent à réduire une tachycardie de Bouvray sans médicaments, juste grâce à l'hypnose. Donc ça, c'est assez impressionnant. Oui, c'est sûr. Ouais. Donc vraiment, maintenant, il y en a un petit peu partout. Et c'est vrai qu'on a de la chance à Saint-Joseph. On a une entité, un institut d'hypnose qui a été créé en 2018. Et à l'époque, je n'étais pas encore là, mais ceux qui l'ont créé ont vraiment axé les choses au début beaucoup sur la formation. Ouais. Donc il y a eu des formations en interne à l'hôpital qui ont été proposées. On propose 2 formations actuellement, bientôt 3. On a une nouvelle qui va commencer en septembre. Une formation de communication thérapeutique qui dure 3 jours, et puis une formation d'hypnoanalgésie qui dure 7 jours. Et donc, chaque année, alors en communication, on forme au moins 100 personnes par an, et puis en hypnoanalgésie, 25-30 personnes par an. Donc en fait, c'est assez conséquent. Et ces personnes vont pratiquer dans les services. Il y en a vraiment de toutes spécialités qui font ces formations. Et donc, à force de pratiquer, de montrer aux collègues ce que ça fait, ça attise la curiosité, et puis les gens ont envie de se former aussi. Mais formation interne à l'hôpital, mais aussi pour des gens extérieurs. Alors, pas encore. On peut proposer aux gens qui viennent de l'extérieur, on ne le fait pas encore, mais on a déjà eu des demandes, et donc c'est quelque chose qui est en réflexion, et on n'est pas fermé à ça. Et tout à l'heure, on a évoqué la fatigue éventuelle après la séance pour le patient, s'il y avait une mauvaise sortie, on va dire. Mais pour le praticien, c'est fatigant aussi, je suppose. Alors, c'est à la fois fatigant et reposant. C'est assez paradoxal. C'est fatigant dans le sens où ça nécessite une concentration assez intense. Et puis, le praticien, il est lui-même en constant état un peu dissocié aussi, à alterner entre la conscience critique, la conscience virtuelle. Quand on accompagne quelqu'un, nous-mêmes, on est en train de visualiser plein de choses, d'imaginer un univers. Le patient visualise peut-être pas le même, mais nous, on a besoin de ça aussi pour guider. Donc oui, c'est fatigant. Et en même temps, après la séance, il y a une grande satisfaction. Et comme si on avait fait soi-même de l'hypnose. Parfois, on dit que 20 minutes d'hypnose équivalent à 3 heures de sommeil. Voilà. Alors, je ne dirais pas que c'est comme si j'avais fait une sieste de 3 heures, mais il y a un état de relaxation qui s'installe quand même. Et une grande satisfaction parce que les patients, souvent, ils sont hyper contents. Ils savent qu'il y a une alternative qui va être positive pour eux. Et puis, il y a un état de bien-être qui s'installe chez eux. Donc ça, c'est très satisfaisant. Et le praticien le ressent aussi. Et le praticien le ressent. Et donc voilà, tout ce qui est reconnaissance, c'est vrai que c'est important, la reconnaissance aussi dans notre métier. Donc voilà, c'est satisfaisant. Alors pour finir, nous allons maintenant vous délivrer quelques éléments pour aller plus loin. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des autres mesures d'accompagnement, comme l'hypnose et donc les autres? Est-ce qu'il y a autre chose qui vous permet aussi d'accompagner le patient dans le parcours de soins?
Alors, il y a beaucoup d'autres choses qui existent. Nous, notamment, on a mis en place à Saint-Joseph un casque de réalité virtuelle qui propose des séances d'hypnose. Alors, je mets ça entre guillemets parce que l'hypnose, comme je vous le disais, ça repose sur une alliance thérapeutique, une relation avec le praticien. Et là, c'est une séance d'hypnose qui est enregistrée, donc qui n'est pas spécifique à un patient, donc beaucoup moins personnalisée. Mais c'est enregistré comme une séance d'hypnose avec toutes les phases. Et puis, dans le casque, donc, il y a cette séance, il y a la musicothérapie, il y a des exercices de cohérence cardiaque, et puis il y a les images. Donc, tout ça va stimuler un peu un univers. Et puis, il y a le côté très immersif où le patient ne voit plus du tout et n'entend plus ce qui se passe dans la pièce. Donc, voilà, ça peut être très intéressant. Et sur les coloscopies, on l'utilise beaucoup et les gens sont très satisfaits aussi. Alors dans le soin, dans les parcours de soins, on parle beaucoup de coordination ville-hôpital. Est-ce que dans le cadre de l'hypnose, il n'y a pas besoin, ou alors et ça peut fonctionner tout seul à l'hôpital sans besoin de cette coordination? Alors ça serait bien parce qu'on voit régulièrement des patients qui ont besoin d'hypnose dans un cadre qui va dépasser le cadre de ce qu'on lui propose à l'hôpital. Mais il n'y a pas de réseau de soins qui existe aujourd'hui. Heureusement, il y a ces annuaires dont je vous parlais, donc on peut orienter le patient vers un hypnopraticien de confiance qui est soignant et tout, avec des indications bien précises, mais ça s'arrête là en fait, il n'y a pas de réelle coopération. Ce serait bien, mais ça n'existe pas. Et là, à Saint-Joseph, on a prévu d'autres utilisations de l'hypnose. Pour l'instant, c'est seulement les services dont on a parlé, ou il y a un futur. Il y a toujours des évolutions. Là, tout récemment, il y a une infirmière du centre de prélèvement qui a mis en place une vacation de prélèvement sanguin sous hypnose pour tous les patients phobiques des aiguilles. Donc ça se développe bien et il y a beaucoup de demandes. Voilà, donc en permanence, en fait, il y a des évolutions, des gens qui sont motivés pour mettre en place des choses, faire des études et tout. Donc c'est une bonne dynamique qui évolue sans cesse. Alors on arrive à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un message à faire passer à nos confrères qui nous regardent ? Je leur dirais de se former, de commencer déjà par se former à la communication thérapeutique parce qu'on apprend beaucoup de choses et ça change, le fait de prendre conscience de sa communication change déjà énormément de choses sur le relationnel. Et puis, pour aller plus loin, l'hypnose, c'est des formations qui sont finalement pas si longues que ça et qui apportent énormément à la fois pour le patient, mais aussi pour les collègues, parce que les collègues travaillent dans un environnement plus apaisé quand on fait de l'hypnose, et puis pour soi-même aussi. Et on a prouvé que ça pouvait aussi lutter contre le burn-out, et dans un moment où l'hôpital va pas très bien, ça a vraiment toute sa place. Ouais, en effet. Bien, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission que vous pouvez revoir sur le site fréquencemédicale.com et sur notre chaîne YouTube. Je vous dis donc à bientôt pour un prochain Jeudi de la formation.